Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de rejoindre cette séance du Club du CEPI qui est donc consacrée à une thématique qui n'est pas euh, liée directement avec l'actualité, mais dont on va voir qu'elle n'est pas sans lien avec cette actualité, qui est la mondialisation médiévale que les Mongols ont mise en place. Euh, à partir du XIIIe siècle en Europe centrale, orientale et en Asie. L'invasion de l'Ukraine par la Russie nous a rappelé à quel point nous ignorons l'histoire au long cours de cette partie occidentale de notre continent, mais aussi le danger existentiel qu'il peut y avoir de vivre avec des mythes, surtout lorsqu'ils sont cultivés par des régimes autoritaires. Des Mongols, nous connaissons les conquêtes réputées très destructrices et un nom, Gengis Khan, Genghis Khan en mongol, je pense. Et sauf pour les passionnés, nous n'avons aucune idée de leur histoire antérieure ou postérieure. Peu d'entre nous savent qu'ils ont fondé une des dynasties qui a régné sur la Chine, et encore, c'est grâce à Marco Polo. Et leur influence sur l'Asie centrale et le monde slave nous est encore plus ignorée, alors qu'elle se fait encore sentir aujourd'hui. Nous ne savons pas non plus que les Mongols ont établi du XIIIe au XVe siècle une domination durable sur cette région, donc l'Asie centrale et l'Europe orientale, dont ils ont favorisé l'essor économique. Ils ont unifié et structuré un espace marchand plus vaste encore que la région qu'ils dominaient directement, au nord de l'Eurasie, en favorisant les échanges, notamment au travers d'une diplomatie économique très active, orientée vers le commerce. Ils peuvent être ainsi considérés comme étant à l'origine d'une des premières mondialisations encore trop méconnues. Heureusement, Marie Favreau nous éclaire sur cette période de l'histoire d'une manière remarquable. Elle est l'auteur d'un livre qui a été publié d'abord par les éditions de l'Université de Harvard, puis en français, La Horde, comment les Mongols ont changé le monde. Euh, Elle avait déjà abordé cette question dans un livre précédent qui tirait de sa thèse sur la Horde d'or. Euh, et après sa thèse, elle a été chercheuse à l'Institut français d'archéologie orientale au Caire, à l'Université de Princeton, à l'Université de Leyde aux Pays-Bas et à l'Université d'Oxford. Elle est aujourd'hui maîtresse de conférences à l'Université de Nanterre. Merci donc, Marie, de votre disponibilité pour nous éclairer sur euh, cet univers qui est, encore une fois, à la fois passionnant et très peu connu, et sur lequel nous pouvons méditer, y compris en ce qui concerne la période actuelle. Je vous laisse la parole. À l'issue de votre intervention, on pourra échanger ensemble. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire sur le chat au cours de l'intervention de Marie. Merci encore. Merci infiniment pour cette présentation. Je suis ravie de partager ce temps avec vous. Alors, je vais tout de suite partager mon écran et mes diapositives, voilà, qui vont nous guider donc dans cet échange et qui vont me permettre aussi de vous montrer un certain nombre de cartes. Alors, il faut que j'avance dans le PowerPoint. Voilà. Puisque le monde sur lequel on va réfléchir ensemble, là, c'est un monde qui est évidemment assez différent de celui qu'on connaît aujourd'hui dans ces frontières modernes, hein, que l'on doit déconstruire quand on essaie de se représenter cette période-là.
Alors, cet empire mongol, fondé par Genghis Khan, mais également en fait par ses successeurs, est un empire qui va durer pleinement, je dirais, 2 siècles. La date de fondation un peu classique, c'est 1206, donc c'est tout le XIIIe siècle. Et en réalité, il y a déjà des prémices un peu avant. Et puis, il va durer au XIVe siècle, jusqu'à la fin du XIVe siècle dans certaines régions, dans la deuxième moitié du XIVe siècle pour d'autres régions. Mais disons que le temps qui va nous intéresser là, enfin la période qui va nous intéresser là, c'est moins une période qui va en gros des années 1220-1230 jusqu'aux années 1350. À partir des années 1350, le monde change énormément, en particulier à cause du phénomène dont vous avez sans doute entendu parler de la pandémie de peste, dit la mort noire, qui va complètement redistribuer les cartes des échanges. Donc, je ne vais pas entrer dans cette période-là. Mais je vais m'intéresser à cette période, donc mi-13e jusqu'au mi-14e siècle, qui est une période tout à fait exceptionnelle et sur le plan politique et sur le plan économique. Donc, on peut parler de mondialisation précoce, si on veut. Certainement pas d'une première forme de mondialisation. On connaît des périodes antérieures où différentes parties du monde ont été connectées de manière relativement intense. Mais on va voir que là, l'échelle des échanges est sans précédent par rapport aux par rapport aux périodes antérieures. Alors, je vous montre sur cette carte à la fois cet espace de l'Empire mongol et puis une des régions sur lesquelles peut-être dont je vais parler un peu plus parce qu'elles sont plus liées à ma spécialité. Alors, cet empire, il se constitue progressivement tout au long du XIIIe siècle. Donc, le point de départ, hein, c'est la région de la Mongolie actuelle, qui est là. Je pense que vous voyez ma flèche, n'est-ce pas? Voilà. Il va englober progressivement tout ce qui concerne la Chine. D'abord la Chine du Nord, puis ensuite, là, vous voyez, l'Empire Song va être intégré à la fin du XIIIe siècle dans l'Empire. Il va intégrer cet empire également tout ce qu'on appelle l'Asie centrale aujourd'hui, avec 2 villes extrêmement importantes qui se trouvent en Ouzbékistan actuel, Bukhara et Samarcande, qui sont 2 grandes villes marchandes que vous voyez là sur la carte. Cet empire va intégrer tout ce qui est l'Iran aujourd'hui, et puis jusqu'à l'Irak. Et en réalité, cette zone-là, très intéressante, est finalement une zone où l'Irak va jouer un rôle fort sur le plan de la géopolitique mongole. On peut y revenir à l'occasion. Voilà, il va aller jusqu'à l'Empire byzantin. L'Empire byzantin est tributaire. L'empereur byzantin paye un tribut au souverain mongol. Donc, vous voyez une grande partie de la Turquie actuelle. Et ensuite, au nord, donc la région que je connais mieux par mes recherches, toute la Russie quasiment actuelle est intégrée à l'Empire mongol. À l'époque, au XIIIe siècle, on parle de principauté russe. C'est un espace très fragmenté sur le plan politique. Et donc, c'est une période aussi très importante pour le nord, disons, et le centre de l'Europe, avec également une présence clé sur le plan politique des souverains bulgares hein, qui sont intégrés à l'Empire mongol pendant toute une période, avec une frontière, si vous le voulez, au niveau de la Hongrie. Du côté Est, j'en parlerai moins là aujourd'hui, mais sachez que la Corée, par exemple, est intégrée très rapidement à l'Empire mongol et joue un rôle très important dans l'Empire mongol. Le Japon n'y est pas, l'Inde n'y est pas. Et puis, il n'y a pas d'accès direct à la Méditerranée, tout ça pour vous donner un peu des repères sur ce qui concerne les frontières occidentales. Enfin, frontière évidemment septentrionale, la Sibérie ne connaît pas d'autre pouvoir politique que l'Empire mongol au XIIIe, XIVe siècle. Donc, il y a certainement des populations qui sont tout au nord, qui ne sont pas peut-être directement dans l'Empire, mais elles ne sont pas organisées en État ou en pouvoir politique fort. En tout cas, on n'a pas de source sur cet espace-là, au-delà des Mongols. Autre chose aussi, j'y reviendrai tout à l'heure, cet empire, il a plusieurs noms, évidemment, dans les sources, comment les Mongols se nomment, tout ça, c'est des choses très intéressantes. Le terme qui revient, en tout cas pour une partie de l'empire, et que j'utilise dans mon travail, que je vous expliquerai tout à l'heure, c'est celui de Horde. Plus précisément, ça désigne souvent la grosse partie nord-ouest de l'empire, celle qui correspond en partie à la Russie actuelle, mais c'est un terme qui est vraiment lié au concept d'empire nomade dont je vais parler dans un instant. Alors, j'avance un peu. Voilà. Alors, comme
cette question peut vous intéresser si vous lisez sur les Mongols ou si vous avez lu peut-être René Grousset, qui est un peu l'auteur classique, français classique, sur la question. Sachez que cet empire, vu l'espace couvert, a été étudié par des chercheurs, des historiens qui viennent de pays fort différents et qui ont eu la mauvaise habitude de ne pas se parler pendant presque 150 ans, si on imagine que cette historiographie a commencé au début du 19e siècle. Donc pendant très longtemps, vous aviez des spécialistes des différentes parties de l'empire, typiquement la partie qui correspond à la Chine et à la Mongolie, c'est une partie qui était sous le pouvoir des Mongols qu'on appelle les Yuan, hein, une partie, donc un des lignages issus de Genghis Khan. Donc là, vous aviez des spécialistes de sources chinoises qui travaillaient sur cette partie. Au centre, au niveau de l'Asie centrale, autour d'un lignage aussi issu de Genghis Khan, des descendants de son fils Chagatai, vous aviez des gens qui étaient plutôt spécialistes des langues turques et de l'islam. Au niveau de la partie sud-ouest de l'Empire, qui couvre donc, je l'ai dit, l'Iran, l'Irak, un peu la Turquie actuelle, là, vous aviez des spécialistes qui travaillaient sur les sources persanes principalement, et qui ne parlaient pas nécessairement, loin de là, aux autres chercheurs. Enfin, pour la partie correspondant à la Russie, qu'on appelle souvent la Horde ou la Horde d'Or, qui est donc aussi dans l'Empire, ben, vous aviez des gens qui travaillaient sur les sources notamment russes, mais aussi en partie sur les sources turques, et qui, eux aussi, travaillaient vraiment en autarcie. Donc, il y a eu un bouleversement de l'historiographie après la chute de l'URSS, progressif, qui a fait que les différents spécialistes ont commencé à se parler et à se rendre compte que ces régions sur lesquelles on travaillait avaient d'énormes points communs et qu'il y avait, malgré ces différents lignages, malgré ces territoires, en fait, un ordre mongol, un empire mongol, si on regardait le terme, même s'il n'est pas employé par les Mongols eux-mêmes, ils parlent de grand État plutôt, en tout cas un ordre commun. Donc c'est vraiment un renouvellement de l'historiographie qui aussi, moi, m'a porté à m'intéresser à ces recherches qui s'intéressent aussi plus précisément, et je vais en parler, à l'économie. C'est-à-dire que quand j'essayais de mettre à plat un petit peu quelles étaient les caractéristiques communes de ces régions et pourquoi on pouvait dire que c'était un espace d'échange commun, je me suis rendu compte que l'historiographie avait très peu avancé sur ces questions-là. Ceux qui avaient le plus euh, contribué, on va dire, à essayer de comprendre cette globalité mongole sont plutôt les chercheurs américains. En particulier, cette chercheuse, Janet Aboulourod, qui a publié en 1989 dans la veine de Emmanuel Wallerstein un ouvrage qui s'appelait Before European Hegemony, The World System, et elle essayait de montrer comment, sous les Mongols, le monde était connecté et quels étaient les sous-ensembles, elle appelle ça donc les 8 circuits, vous voyez là, qui composaient finalement un système d'échange mondial pré-capitaliste. Elle avait proposé cette carte qui circule et qui était assez connue, et que j'ai utilisé donc à l'époque quand je commençais ce travail-là. Simplement, le problème que j'avais, c'est que moi, dans l'espace qui m'intéressait, vous voyez, ben, il se trouve, si on regarde cette carte-là, en fait, à ce niveau-là. Donc, il n'est pas déjà dans les 8 circuits proposés par ma collègue. Et il m'a semblé également que dans cette proposition-là, on ne voyait pas du tout quelles étaient finalement la connexion entre l'Empire mongol lui-même et ce système d'échange qui va se développer sous les Mongols. Et ma question au départ, c'était de me dire à quel point les Mongols ont permis le développement de ce système-là, à quel point ils l'ont formaté aussi, hein, ils ont essayé de le contrôler. Je voulais voir vraiment quelle était l'interaction entre leur action, d'une certaine manière politique, religieuse éventuellement, guerrière certainement, mais aussi la volonté d'échange qu'on peut trouver, qui anime les sociétés marchandes à cette époque-là. Alors, dans mon travail, je me suis frottée à certaines terminologies, comme tous. Euh, il y a une sorte de concepts qui circulaient, on appelait ça des concepts, en tout cas des termes, déjà depuis, pour la route de la soie, au moins depuis le 19e siècle, qui me questionnaient sur la manière avec laquelle il fallait nommer cette période. Est-ce qu'il fallait parler d'un grand, comme Janet Aboulourod, d'un empire mongol mondial, ou vous trouvez d'autres termes. Alors,
juste parce que vous connaissez peut-être et que ça vous intéresse peut-être, d'une certaine manière, euh, la route de la soie ou les routes de la soie, qui est un terme inventé au 19e siècle, ne correspondent qu'en partie à ce qu'est le grand échange mongol. C'est vraiment une zone autour de l'Asie centrale, justement avec ces villes de Bukhara et Samarcande, mais aussi avec une connexion avec la zone du nord de la Chine, sur une période qui est relativement ancienne, qui prédate les Mongols largement, qui serait plutôt autour du deuxième siècle avant Jésus-Christ, troisième siècle avant Jésus-Christ. C'est la période des Huns, en fait, notamment. Et c'est une période où, effectivement, les échanges dans cette région se développent. Et la soie est l'une des marchandises les plus utilisées, à la fois comme monnaie ou pour être échangée contre les chevaux, etc. Donc il y a toute une économie autour de la soie qui se développe. D'où cette appellation de route de la soie, qui ne recouvre qu'une petite partie en fait de la dynamique qui m'a intéressée. Donc c'est pour ça que je l'ai mis de côté. Je ne vais pas dire que je l'écarte complètement, mais disons que une, c'est pas, ça suffit pas pour expliquer ce qu'a été donc le grand échange mongol. Le terme que vous pouvez voir aussi qui circulait beaucoup depuis, je dirais, le début du XXe siècle, c'est Pax Mongolica. Et ça, c'est un terme qui venait vraiment des études faites sur ce qui était considéré pendant longtemps comme l'empire, l'alpha de tous les empires, c'est-à-dire l'Empire romain, avec une période dite de Pax Romanica, donc une période où en fait, ou Pax Romana, donc une période où finalement, après le temps des conquêtes, vient le temps de la paix et de l'organisation économique. C'est une vision extrêmement schématique certainement déjà de l'Empire romain, mais pour ce qui est de la période mongole, encore moins appropriée, puisque dès le moment où les conquêtes se font, c'est-à-dire où l'Empire se développe, l'Empire est en quasi constante expansion pendant plus d'un siècle, il y a déjà une forme d'organisation et politique et économique qui est en train de devenir ce grand échange mongol. Donc, séparer une période de conquête et une période de paix, sur le plan historique, ça ne fonctionne pas. Enfin, dernière chose, j'aurais très bien pu m'en tenir, comme beaucoup de collègues, au terme d'empire mongol, empire mondial mongol. Or, il est très clair que l'héritage mongol, que aussi l'impact et l'influence des Mongols va largement au-delà des frontières de leur empire, tels que je vous les ai décrits tout à l'heure. Euh, Notamment, moi j'ai beaucoup travaillé sur les relations entre les Mongols et puis les villes marchandes italiennes, Sienne, mais également Florence, et encore plus par la suite Pise, Venise, Gênes, sont énormément impliquées dans l'économie de l'Empire mongol. J'ai aussi travaillé sur d'autres régions, mais ce qui est sûr, c'est que si vous vous arrêtez aux frontières de l'Empire mongol, vous ne comprenez qu'une partie du phénomène de ce qu'est cet empire et de l'impact qu'il va avoir par la suite sur le monde. Donc, il était intéressant d'utiliser un autre terme qui nous permet de sortir de l'idée d'empire, parce qu'on ne va pas parler que de l'empire. Et c'est là où, avec mes collègues américains, on a beaucoup discuté autour du terme d'échange, exchange, et le terme que j'avais utilisé, que pensé utiliser à l'époque, dans mon ouvrage en anglais, c'était Mongol Exchange, en référence à ce qu'on appelle l'échange colombien, qui est un terme inventé par Alfred Crosby en 1972 pour parler de tout le phénomène qui entoure la dite découverte des Amériques par Christophe Colomb. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va générer comme transformation profonde, pas seulement évidemment sur le plan humain, mais aussi sur le plan des savoirs qui vont circuler, sur le plan technologique, etc., sur le plan bactériologique aussi. Donc, c'était extrêmement intéressant de faire le lien avec ce concept du Colombian Exchange d'Alfred Crosby, d'où ce terme de Mongol Exchange. Alors, donc, euh, autre chose aussi, évidemment, maintenant je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet en vous donnant un certain nombre d'exemples. Ce qui est très particulier quand on travaille sur les Mongols, c'est qu'on va travailler sur quelque chose qu'on appelle un empire nomade et qu'on va parler du nomadisme dans une forme de développement historique qui est complètement, alors, pas totalement inédit parce qu'il y a eu des empires nomades avant les Mongols, mais qui va là atteindre son paroxysme sans doute, en tout cas pour l'Eurasie. Les études sur les empires nomades sont beaucoup développées depuis une dizaine d'années. Ils nous ont permis d'aborder la question de l'empire complètement autrement, et en particulier évidemment de travailler sur le, la,
la mobilité au sein de l'Empire. Qu'est-ce que c'est la mobilité quand on est nomade? Est-ce que c'est la même quand on est sédentaire? Donc, c'est des questions qui, pour les médiévistes aussi, comme moi, sont assez importantes. Et puis peut-être font écho à des formes de pouvoir plus contemporains. Alors, juste pour le dire brièvement, donc il y a plein de formes hein, de nomadisme et de pastoralisme nomade. Les Mongols sont des éleveurs, ils se déplacent avec leurs troupeaux. Qui sont des troupeaux mêlés hein, de chevaux, en général donc chevaux, souvent chameaux, chèvres, moutons, yaks aussi très souvent. Donc ils pratiquent hein, ce type d'élevage et de manière ouverte. Donc les animaux sont laissés dans la nature et les populations se déplacent avec les troupeaux et se déplacent du coup relativement régulièrement puisqu'il ne faut surtout pas épuiser la terre. Les troupeaux ont besoin de se nourrir, se régénérer, etc., d'une saison à l'autre. Donc, il y a une sorte de déplacement assez régulier, parfois, dans certains cas, presque tous les jours, dans certaines périodes. Quand on regarde comment ces déplacements se font, on a un déplacement assez classique vers le nord en été, vers le sud en hiver. Ah, parfois, ça peut être différent dans les régions montagneuses. Mais sachez que dans cet espace de l'Empire mongol, qui est immense, vous avez ces cours nomades, puisque ça devient des cours, avec ces familles, ces troupeaux qui vont se déplacer dans tout cet espace eurasiatique central, à peu près à la même période, donc lentement vers le long, souvent d'ailleurs des fleuves et des rivières, dans les vallées, lentement donc vers le nord en été et vers le sud en hiver. Vous avez cette espèce de mouvement du pouvoir hein, de la cour et des guerriers et de leurs familles sur l'ensemble de l'espace eurasiatique, qui est assez impressionnant, même en termes de nombre, puisque dans les sources, on a des descriptions faites par des voyageurs, par exemple occidentaux ou des voyageurs du Moyen-Orient, qui décrivent ce qu'on appelle donc des hordes, c'est-à-dire ces déplacements des peuples nomades sur l'ensemble du territoire. Alors, il faut comprendre aussi, c'est que alors, on a cette idée que les nomades sont imprédictibles, pardon pour le terme, l'anglicisme, sont imprévisibles et qu'ils vont se déplacer de manière surprenante, rapide, etc. Il faut un peu sortir de ce schéma-là. Ça, c'est un schéma qui fonctionne dans un cadre de guerre, par exemple, où effectivement ils veulent attaquer, etc. D'accord. Mais dans un cadre de vie quotidienne et de développement de la société, le déplacement se fait, je l'ai dit lentement, mais en plus se fait avec, si possible, euh, s'entoure beaucoup de tout un tas de prévisions. C'est-à-dire il faut prévoir le plus possible à l'avance le temps, comment le temps va changer, vers quel pâturage il faudrait aller, si les troupeaux vont subir telle maladie, etc. Il faut être en perpétuelle position de prévoir le plus possible et de se prémunir justement de ce qui est imprévisible et qui peut du coup vraiment comment dire, mettre les populations en danger, les populations nomades en danger. Donc c'est important parce que ça va expliquer aussi beaucoup la politique des Mongols, qui va être toujours une politique de, à la fois de la patience et du travail au long cours, des projets au long cours, qui a une certaine lenteur et surtout qui a avec des projets qui peuvent durer sur plusieurs générations, des projets économiques ou des projets institutionnels, malgré les tensions familiales qui sont fort nombreuses, malgré les tensions entre les différents pouvoirs nomades. Il y a cette vision au long cours, en fait. Et ça, c'est certainement aussi lié à leur organisation nomade. Autre chose aussi importante, c'est que ces sociétés normales, elles ont quelque chose d'assez... Alors, il y a plusieurs termes qui peuvent circuler, assez plastique ou assez souple, mais disons que les populations peuvent se regrouper par moment pour des raisons de... Par exemple, c'est une grande assemblée politique, tout le monde va se regrouper 2 fois par an dans certaines zones, et à d'autres moments, il est beaucoup plus efficace de se séparer, de se scinder, de se fragmenter. Donc, les groupes, on me demande souvent, mais combien ils sont quand ils se déplacent? Combien de personnes dans une horde? Bah, ça dépend. Ça dépend du temps de l'année, ça dépend si c'est un temps aussi de paix, ou c'est un temps de guerre, ou ça dépend de plein de facteurs différents. Et donc, cette possibilité d'être à la fois très souple dans l'organisation même du campement, dans l'organisation sociale, c'est quelque chose qu'on va retrouver après dans leur manière de gouverner.
À cela s'associent en même temps des éléments assez stricts, assez rigides par ailleurs, notamment, et alors, j'aime pas trop le terme traditionnel parce qu'on se demande toujours un peu ce qu'on met dedans, mais disons que sachez que ces Mongols nomades donc, ne vont jamais se sédentariser, c'est-à-dire qu'ils vont maintenir ce mode de vie jusqu'au bout de leur empire et par la suite aussi dans euh, à d'autres périodes, ils vont continuer à avoir ce mode de vie et ce mode de production économique associé au pastoralisme nomade. Donc, quand on regarde leur manière d'organiser le pouvoir au sein de l'Empire, vous avez remarqué que, évidemment, ils étaient d'une certaine manière, certainement, en tout cas, peu nombreux par rapport au nombre de sujets qui sont dans leur empire, en particulier des sujets sédentaires, je vais y venir dans un instant. Eh bien, leur manière de contrôler l'espace va plutôt porter sur à la fois les zones où se trouvent les ressources principales, éventuellement, et surtout, je dirais plutôt, ils ont une manière très sélective de contrôler le territoire en repérant où sont toutes les zones de passage. C'est-à-dire, peut-être le meilleur exemple, c'est que vous prenez un fleuve, il y a en hiver, on peut traverser quand c'est glacé, mais quand c'est l'été, il y a un seul endroit où vous pouvez traverser sur des milliers de kilomètres parfois ou sur des centaines de kilomètres, en fonction de la taille du fleuve, ils vont contrôler cet espace-là, l'espace ou cette zone-là, la zone où on peut traverser. Ils vont contrôler typiquement les détroits en lien avec les mers, ils vont contrôler toutes les zones de passage. Et pour eux, il n'est pas du tout question d'aller s'installer dans les villes, par exemple, ou d'aller s'installer, ou d'essayer d'avoir une présence militaire, humaine, pour dominer, gouverner les diverses populations de leur empire. Ça n'a pas de sens. Donc c'est vraiment ce contrôle sélectif du territoire et des ressources qui est tout à fait important dans leur dynamique impériale. Alors, je- encore, voilà. Dans, euh, dans leur manière de s'organiser, il y a une institution qui est, on a envie de dire, typique des Mongols, même si, encore une fois, il y avait déjà en devenir, par exemple, en Asie centrale, dans certaines zones, des mini-systèmes de communication ou de postes locaux. Eux, ils vont en faire quelque chose d'immense à la taille de leur empire. Et donc, ce qui est particulièrement connu, c'est ce qu'on appelle le yam, on appelle ça Eujte en mongol contemporain. Et c'est un système de communication qui est fondé sur des sortes de postes qui sont souvent des postes mobiles, des ensembles de tentes, donc pas du tout nécessairement des bâtiments construits, mais qui jalonnent leur empire parfois tous les 30 kilomètres dans certaines zones et qui permettent à un cavalier, par exemple, de traverser l'empire dans un temps relativement court et d'une région à l'autre de manière extrêmement rapide pour porter un message, par exemple, en changeant de monture à chaque fois. Chaque fois que vous arrivez dans un pod, vous pouvez changer de monture, vous pouvez vous reposer, vous pouvez boire. Il y a, sont associés à des puits qu'ils font construire également. Donc, ils quadrillent leur empire ainsi. Sur cette carte, par exemple, qui est dans mon ouvrage, j'avais essayé de montrer comment vous aviez différentes hordes nomades qui se déplaçaient dans une partie, dans une région donnée, hein, une région qui correspond à, en gros, la Russie actuelle, avec un peu le Kazakhstan aussi. Donc, vous avez, avec les flèches blanches, le déplacement des hordes le long des fleuves, le long des vallées. On sait où elles étaient dans cette région-là, donc le long de l'Irtych, l'Oural, la Volga, le Don, le Dniepr, jusqu'au Danube. Et ces hordes sont traversées d'une certaine manière par une autre forme de mobilité, c'est celle du YAM, du fameux réseau de postes de communication, où vous allez avoir donc des possibilités de parcourir l'Empire très vite. Voilà. Une, on peut revenir dans le temps des questions. Ce YAM est complexe, il comprend donc une possibilité d'échange rapide, mais comprend aussi, à travers ce réseau de postes, un accès plus lent qui serait fait aux ambassadeurs étrangers et aussi aux marchands, qui leur permettrait également de traverser l'Empire. À ce moment-là, pas du tout de manière très rapide. Ça n'a aucun intérêt pour un marchand de traverser l'Empire d'un bout à l'autre très rapidement. On fait commerce région après région et souvent on s'arrête dans une région donnée. Mais ce YAM va aussi servir de support aux échanges marchands. Donc ça, c'est une des institutions clés dont les Mongols d'ailleurs sont très fiers et qui explique aussi les communications au sein de leur empire. Alors,
Autre chose aussi qui est assez typique de ces formations nomades, autour de ce qu'on peut appeler le partage et la distribution. Donc, j'ai mentionné l'existence de grandes assemblées, on appelle ça les kurilté, qui ont lieu au moins une fois par an, en général 2 fois par an. Une fois au niveau de la période de janvier, février, une autre fois plutôt au tout début de l'été ou pendant le printemps, et qui permettent de prendre en commun certaines grandes décisions. C'est aussi le temps des grandes assemblées, le temps du partage, éventuellement du butin, ou alors de la redistribution des fonctions de l'État, des fonctions administratives et autres. Donc, c'est vraiment le temps politique par excellence. Ce qui est intéressant quand on regarde ce qui se passe dans les scènes de partage, on voit qu'elles sont en partie calquées sur des pratiques de partage, notamment de la nourriture, dans les familles nomades, euh, où chacun reçoit une part par exemple, du mouton qui vient d'être cuisiné, mais en fonction de sa hiérarchie, de son statut social. Et je pense que c'est une manière très simple de bien comprendre le fonctionnement du partage dans cette société nomade, cette idée que tout le monde aura une part en fonction de son rang, en fonction de la hiérarchie. Donc, ce n'est pas un partage qui est simplement égalitaire, loin de là, c'est vraiment un partage qui a quelque chose de hiérarchique, et ce partage est fait pour confirmer l'existence de la hiérarchie. Donc, il est fait pour qu'on sache bien qui est à quelle place. Et ça vous donne une idée de la manière avec laquelle les Mongols conçoivent leur rapport au pouvoir au sein de leur empire. Par ailleurs, dans le cadre de ce partage hiérarchique, euh, on... alors ça c'est aussi un élément tout à fait intéressant. Donc je vous ai montré cet empire en vous parlant rapidement du fait qu'il y avait cette région Yuan, Ilkhanide, Horde d'Or, avec des différents lignages. Et donc on peut imaginer qu'il y a une forme de territorialisation, c'est le cas des différents groupes nomades issus de Genghis Khan, et que finalement chacun utilise les ressources qui sont sur son propre territoire. Or, ça ne se passe pas du tout comme ça dans l'Empire mongol, surtout au XIIIe siècle. Mais en réalité, ça va durer après au XIVe siècle. En fait, même si vous êtes dans la Horde d'Or, vous êtes issu de ce lignage du fils aîné de Genghis Khan, donc votre territoire, en gros, c'est voilà, la vallée de la Volga, dans cette région-là. Eh bien, si vous êtes donc associé à ce lignage royal, vous allez recevoir des revenus qui viennent de régions qui sont totalement à l'est, donc et même plus précisément dans les zones sédentaires du nord-ouest de la Chine. Donc, on sait notamment que le souverain de la Horde d'Or recevait les revenus issus de plus de 40 000 foyers qui étaient basés dans le nord-ouest de la Chine. Et lui, il est au niveau de la vallée de la Volga. On sait que ses successeurs vont continuer à recevoir une partie de ces revenus et vont recevoir en plus les revenus du 60 000 familles qui se trouvaient dans une autre région très riche qui se trouve aujourd'hui dans le Yunnan. Donc, en fait, il faut bien comprendre que le fonctionnement et la circulation des ressources dans l'Empire sont en partie aussi déterritorialisées et redistribuées en fonction donc de décisions politiques. Et ça, ils vont réussir malgré les tensions hein, entre les uns et les autres, ils vont réussir à continuer cette politique jusqu'au XIVe siècle. Alors, voilà. Donc, cette organisation que je vous ai dépeinte rapidement du monde intérieur nomade mongol ne nous donne que quelques clés là, c'est ça qui va m'intéresser, sur leur manière de s'ouvrir au reste du monde. Dans le cadre des conquêtes, les Mongols ne sont pas du tout dans une dynamique de raid, peut-être au tout début et encore, c'est assez peu certain. Très vite, ils sont vraiment dans une dynamique d'une certaine manière de colonisation, c'est-à-dire qu'ils veulent transformer ces sujets conquis euh, immédiatement, mais vraiment quasi dans la foulée du champ de bataille. Une fois qu'ils ont gagné, directement, ils veulent les transformer en sujets, en fait. Donc, ils veulent les intégrer à leur empire. Alors, on peut appeler ça c'est une forme d'absorption qui est assez étonnante et intéressante. Et ils vont mettre au point un certain nombre de mesures pour pouvoir intégrer ces sujets le plus vite possible. Donc, d'abord, un des éléments clés pour eux, c'est convaincre les élites locales. S'ils n'y arrivent pas, ils s'en débarrassent immédiatement. Donc, c'est une des premières. Ils réutilisent les hiérarchies locales
quitte à les modifier s'il n'y a pas de loyauté, pour développer la loyauté et surtout, c'est pas seulement la loyauté, mais aussi la communication avec ces populations conquises. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé, par exemple, sur les relations entre les princes russes et les souverains mongols. Eh bien, les Mongols prennent, alors le terme n'est pas idéal, c'est pas celui-là en mongol, mais disons qu'on le connaît on utilise le terme otage, c'est-à-dire plus précisément des personnes de la famille des princes russes, ça peut être un neveu, ça peut être le fils du prince en question, vont venir vivre à la cour mongole, à la cour nomade. Et ça va durer plusieurs années dans certains cas. Pourquoi les Mongols font ça? Parce que ils considèrent qu'on fait de la politique quand on a avec ces sujets dans le face-à-face. Que la politique, ça se passe et que même les relations de loyauté, les échanges, etc., ça se passe dans une forme de proximité qui est nécessaire. Et à certains moments, donc, il faut vivre ensemble. Voilà. Et donc, c'est pour ça que le terme otage est moyennement... c'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec des otages dans le monde contemporain sont vraiment des sujets qui vont être très bien traités, qui vont avoir une place dans la garde du Khan, par exemple, du souverain mongol, qui vont être totalement associés à la vie de la cour nomade et qui vont d'ailleurs devenir nomades pendant un temps et suivre la migration nomade, voilà, selon les saisons, etc. C'est aussi des gens qui vont apprendre la langue éventuellement, apprendre les coutumes. Donc c'est vraiment une manière d'être ensemble à un temps donné. Donc ça, c'est une pratique extrêmement importante qu'ils mettent en place à l'échelle de l'Empire. Ensuite, l'autre pratique intéressante, c'est la manière avec laquelle, très vite, ils veulent sortir d'une économie qui serait celle du raid ou du butin, une sorte d'économie de la conquête, pour aller vers une économie basée sur un système de taxation ou d'impôt, d'imposition. Alors, le terme qu'on emploie souvent à l'époque médiévale, on parle de tribus, etc. Mais ce que ça cache, en fait, c'est des systèmes d'imposition. Les Mongols sont assez créatifs par rapport à ces développements de systèmes d'imposition et ils vont en général décider que leur sujet, pour qu'ils puissent être opérationnels et payer le plus vite possible, il faut qu'ils payent dans ce qu'ils produisent le mieux dans le... Oui, c'est ça. Donc ça va dire, si je vous donne quelques exemples, ça va être la soie pour ce qui est plutôt de la Chine, ou le riz, ou le thé éventuellement. Sinon, ça va être pour la Horde d'or, donc les principautés russes vont payer en fourrure. Vous voyez souvent et puis, dans les économies islamiques de l'Asie centrale, où les monnaies sont très courantes, les gens vont payer en monnaie d'argent également. Et ça, c'est des systèmes que les Mongols vont mettre en place très très tôt. Et pour que ces systèmes soient cohérents, ils vont associer ça à des formes de recensement très poussées. Donc, ils vont compter non seulement les gens, les familles, mais les maisons, les arbres fruitiers, les bêtes dans les troupeaux. Ils vont essayer de faire. Alors, c'est des recensements qui prennent évidemment des années et qui leur permettent de construire finalement, enfin d'avoir même ne serait-ce qu'une vision de, 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 de leur sujet en fait hein, et de ce qu'ils produisent. Donc, c'est des opérations de recensement qui se renouvellent régulièrement, parfois tous les 20 ans, et qui n'aboutissent jamais totalement, qui sont très complexes, mais qui sont aussi nécessaires à la mise en place donc, de l'impôt. L'impôt le plus important, c'est un impôt qui se fait, qui est un impôt payé par les personnes, en fonction plutôt, en général, ce qu'on appelle en anglais households, mais des foyers, on va dire ce qui est assez, pour nous, historiens, parfois assez dur de déterminer combien de personnes vous avez dans un foyer. C'est toujours plus qu'une famille. Hein. Voilà. Donc, ce sont les personnes qui payent. Et elles payent en réalité pas nécessairement en fonction de la propriété foncière, qui est assez peu taxée. On pourra en reparler par ailleurs. C'est plus combien de personnes vous avez dans la famille, ça veut dire que vous avez telle force de travail, donc vous allez payer tant. Voilà, ça se passe plutôt comme ça. Autre chose aussi qui me semble être une question importante sur laquelle je m'étais longtemps penchée, c'est qui est exempté en fait dans ce système, qui ne paye pas l'impôt. Et les Mongols développent un système très propre vraiment à leur organisation qu'on retrouve nulle part ailleurs, ce qu'on appelle le système des Darkad ou des Tarkans, qui veut que les, les religieux, mais ceux qui font partie des élites religieuses, ne payent pas l'impôt. Et
Alors, ces élites religieuses sont très bien identifiées. Il s'agit des élites religieuses bouddhistes, taoïstes, musulmanes, chrétiennes et juives. Ils ont, alors, il faut faire valoir hein, son statut. Hein. On ne peut pas juste dire, comment dire, c'est négocié à la cour. On vient avec un document qui prouve qu'on est un grand prêtre ou un grand moufti, etc. Et donc, c'est là où on obtient l'exemption de taxes et l'exemption de service militaire par ailleurs. Ce système-là est vraiment important parce qu'il va renforcer la loyauté des élites aussi envers des élites sédentaires qui n'ont rien à voir avec les Mongols au départ, hein, mais renforcer leur loyauté donc envers ces nouveaux souverains, ces khans, ces souverains nomades. Et plus alors, dans chaque région, il va y avoir quand même des organisations un peu différentes. Mais disons que on voit très clairement que pour les Mongols, l'idéal, c'est de convaincre les élites de collaborer et de payer, de se charger de payer, de collecter plutôt l'impôt et de venir l'apporter à la cour nomade. Un système qu'ils vont vraiment bien mettre en place au niveau des principautés russes. Ça va bien fonctionner. Les principautés russes vont s'organiser pour payer un impôt en commun qui va être emmené par le prince russe le plus important à la cour du Han. C'est un système qui va avoir beaucoup plus de mal à implanter en Chine du Nord, par exemple, et en Chine du Sud. Voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment leur idée du gouvernement, du bon gouvernement. Alors, autre élément intéressant et important, donc j'ai parlé des sujets qui sont les sujets conquis, hein, avec lesquels ils négocient, donc cette forme d'administration. Et il est aussi intéressant de voir quel est leur rapport au monde extérieur au-delà de leur empire. On a cette image, on l'a dit, des Mongols qui sont extrêmement violents dans une dynamique expansionniste guerrière et qui sont dans un rapport de force avec les autres. Alors, c'est un peu plus compliqué quand on regarde la période des conquêtes et les raisons des conquêtes qui sont très contingentes, qui montrent que les Mongols n'avaient pas du tout cette dynamique d'aller conquérir le monde, mais qui avaient au contraire une dynamique de se repositionner dans le monde à chaque fois qu'ils se renforçaient socialement ou économiquement. C'est-à-dire que si Genghis Khan ou un de ses successeurs a fait, a conquis, par exemple pour le cas de Genghis Khan, les villes de Samarcande et Boukhara, une des premières choses qu'il va faire, une fois qu'il a négocié avec ses nouveaux sujets, c'est négocier avec ses voisins en disant, voilà, on n'est plus ce qu'on était avant. Les Mongols qui étaient au niveau de la steppe et de la Mongolie, qui avaient ce type de relation commerciale avec vous, etc., c'est fini. Maintenant, on est un pouvoir différent, plus fort, et on veut renégocier notamment nos accords économiques, éventuellement aussi tout ce qui touche au prestige, à la diplomatie, etc. Or, et c'est souvent ça qui va mener à des tensions qui, dans certains cas, vont mener à la guerre. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les Mongols considèrent qu'ils sont toujours dans un rapport à un monde extérieur. C'est-à-dire que quand ils vont jusqu'au bout d'une conquête, imaginons par exemple, OK, ils sont allés jusqu'en Corée, puis ils n'ont pas réussi à conquérir le Japon. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas essayer d'avoir des rapports diplomatiques et économiques avec les différents pouvoirs qui forment le Japon aujourd'hui. Et ça va être le cas dans d'autres régions aussi. J'ai parlé de l'Inde, j'ai parlé de l'espace méditerranéen, qui ne sont pas des espaces qui sont dans l'Empire mongol, mais qui sont immédiatement associés aux Mongols, en fait. Ils envoient des ambassadeurs, ils négocient des traités, ils négocient des possibilités d'échange. Donc les frontières, ils les veulent très souples et très ouvertes. Euh, donc ils continuent leur expansion, mais sur un plan, donc, vous comprenez bien, commercial ou économique et non plus guerriers. Alors, parmi les marchands qui travaillent pour les Mongols, il y a des marchands qui ont un statut très intéressant qui est celui de Ortak, que vous voyez écrit là, qui veut dire partenaire en fait. Ces marchands partenaires sont en fait des marchands qui reçoivent des capitaux venant soit du Khan, le souverain, soit de sa famille, soit des Ratoun. Les Ratan sont les femmes aussi des élites issues de Genghis Khan. Et avec ce capital, il se lance dans une entreprise et il y a un contrat entre eux et les élites pour voilà, faire fructifier ces affaires. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir qui sont Ortak et comment ils sont recrutés. Plusieurs choses. D'abord, les Ortak sont toujours des réseaux. Hein. Il n'y a pas un marchand à l'époque médiévale. Enfin,
c'est évident que vous n'avez pas un marchand tout seul. On a cette image de Marco Polo qui traverserait l'Asie, mais c'est une image complètement mythifiée en quelque sorte, hein. On est toujours plein, on fait partie d'un réseau. Et ces réseaux de commerce sont souvent liés à une religion. On appartient à une communauté religieuse, donc le réseau est lié voilà, on est chrétien, ou on est plutôt musulman, etc. Donc ça va changer la configuration du réseau et les alliances au sein du réseau Ortac. Or, les Mongols cassent complètement ce schéma-là. Eux, ils considèrent qu'ils ne veulent pas faire d'alliance particulière pour des raisons ethniques, religieuses, mais que tout le monde peut finalement postuler pour être Ortac auprès des élites mongoles, à condition que les affaires fonctionnent, etc. Donc, ils vont à la fois casser des anciennes solidarités et en même temps ouvrir à une forme de concurrence qui est assez intéressante. Par ailleurs, je vous disais, donc ils peuvent recruter un peu tout le monde. J'ai parlé de Marco Polo, donc qui est vénitien, mais on a encore mieux documenté que Marco Polo, on a le cas de marchands génois, typiquement, qui ont travaillé comme Ortac, hein, pour les Mongols. Voilà. Alors, à côté de cela, bien sûr, vous voyez les Mongols se déplacent et les nomades, les pouvoirs nomades à l'époque sont des pouvoirs qui veulent qu'on aille vers eux. C'est-à-dire que le prestige veut que, contrairement à ce qui va se passer dans une royauté occidentale médiévale, c'est pour ceux qui s'intéressent à Charlemagne ou autre, où les souverains vont dans les villes, en fait, se faire accueillir par leurs propres sujets et en fait vivre d'une certaine manière au crochet de leurs sujets dans les villes. Là, les Mongols ne font jamais ça. Le souverain mongol reste dans sa horde et ce sont les sujets qui doivent venir à lui. Avec les marchands étrangers, notamment, c'est plus compliqué. Parce que forcer des marchands, je parlais des Génois à venir, non, c'est pas possible. Il faut avoir quelque chose qui les intéresse, qui les attire, qui les incite à se déplacer dans des régions qui sont peu connues des sédentaires, qui peuvent faire peur aussi parce qu'on n'arrive pas bien à les situer sur des cartes. Voilà. Alors, pour ça, ils développent un certain nombre de pratiques. Notamment, ils réalisent que ce qui inquiète le plus ces marchands étrangers, en général, c'est le prix du coût de transport. Ces marchands étrangers savent qu'ils vont faire des affaires dans l'Empire mongol. Ils savent ça, le bouche à oreille, ça fonctionne très vite à cette période-là. On sait que ça vaut le coup qu'on peut acheter, échanger, etc. Et vraiment faire fructifier son capital. Simplement, là, ce qui inquiète toujours, c'est combien de temps ça va prendre pour aller d'un endroit à un autre, à cause des intempéries possibles, à cause des négociations sur place avec, comme je le disais, un marchand ne voyage pas tout seul, donc on voyage en caravane. Ça veut dire pour traverser certaines zones, on est obligé d'attendre que d'autres marchands arrivent pour traverser ensemble. Si on prend un bateau, ce qui peut avoir un intérêt puisqu'on met plus de marchandises sur un bateau. Ça peut aller plus vite, mais il y a des naufrages, il y a des périodes de mousson, des périodes d'impossibilité de navigation, de mer fermée. C'est le cas pour la mer Noire, toute une période en hiver où c'est fermé. Donc, ce temps du transport et le coût qui est associé inquiète les marchands et les freinent en fait dans leurs investissements. Les Mongols disent très clairement, quand vous venez à la cour vendre, si vous venez nous vendre ou nous proposer au moins vos marchandises avant les autres, on vous remboursera vos frais de transport. Et voilà, ce type de politique a eu un effet assez fort, associé à une politique autour de des questions de sécurité sur les routes, qui sont des questions qui reviennent très souvent de la part des marchands, disant, voilà, qu'est-ce qui se passe quelle assurance j'ai qu'on me redonne mes biens si je me suis fait voler, comment je vais être protégé, etc. Donc ça, ils vont aussi, à l'échelle de l'Empire, développer le plus possible grâce à des gardes mobiles, la sécurité des routes. Enfin, un autre élément aussi, euh, qui est lié aux taxations liées au commerce, ils vont faire en sorte de prélever une taxe sur les échanges, sur les transactions, mais uniquement si la marchandise est vendue. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous passez à la douane avec vos marchandises que vous allez tout de suite payer. Vous allez payer si vous vendez. Et ces taxes-là sont très faibles. On a différentes mentions dans les sources, mais en gros, on a des coûts autour de 3% des ventes. Et parfois, ça va à 4, 5, 6% maximum, et ça, c'est dans les périodes de tension. Dans les documents eux-mêmes, les Mongols disent clairement, c'est pour pas freiner la circulation des produits. Donc, ça va avoir un effet positif sur leurs finances, dans la mesure où, à cette époque médiévale, comme je le disais, ou pré-moderne,
on vend un produit est généralement sur grand espace eurasiatique vendu plein de fois. En fait, un produit change de main parfois 5, 6, 7, 10 fois en fait. Donc, à chaque fois, la taxe est prélevée et évidemment, c'est une taxe qui vont réussir à maintenir jusqu'au XIVe siècle, qui va leur apporter énormément. Alors, un autre aspect important, j'arrive un peu un peu vers la fin de mon exposé, qui peut-être vous questionne, en tout cas qui moi m'a beaucoup questionné dans mon travail, c'est mais pourquoi cette volonté de circulation, pourquoi c'est si important? Important, c'est clairement, on le voit dans le cas des échanges, mais aussi dans leur propre discours officiel. Donc là, je vais vous lire juste un rapide extrait d'un des ministres persans qui travaille pour le Khan mongol. Celui-ci s'appelle donc Rachid ad-Din, travaille pour le Khan Khazan Khan, et pour le souverain, donc un souverain qui se trouvait au niveau de l'Irak actuel, de l'Azerbaïdjan. Il travaille pour lui et il met en place des réformes monétaires notamment il raconte comment les souverains, quelles étaient les pratiques des souverains à l'époque de Genghis Khan. Donc là, il va parler du souverain qui a succédé à Genghis Khan, qui est son troisième fils. Il nous dit, donc après avoir posé les fondations de Karakorum, donc la ville de Karakorum qui se trouve aujourd'hui au centre de la Mongolie, le grand Khan Ögedei entra dans le bâtiment du trésor et y vit près de 100 000 lingots d'argent. Quel avantage tirons-nous de tous ces stocks demanda-t-il. En outre, nous sommes obligés de les surveiller constamment. Faites savoir publiquement que quiconque désirant un lingot peut venir en prendre un. Et après, on a une description de comment les gens viennent, se servent, etc. Et des discussions avec ses conseillers persans qui disent que c'est prodigalité qui n'a aucun sens. Le souverain mongol répondant, bah, si, en fait, ça va me revenir nécessairement. Ce qui enrichit mes sujets m'enrichit moi nécessairement. Et il y a cette idée qui revient, qui est très importante, que dans cette économie mongole, la circulation va rapporter de toute façon bien davantage que l'accumulation. L'accumulation n'est pas impossible, mais quelque part n'a aucun sens. Et il y a aussi tout un lien entre la notion de circulation et la notion d'harmonie sociale, qui est donc présente hein, vraiment dans les textes officiels mongols. Alors, je vais terminer là-dessus maintenant, sur une question plus pratique finalement, c'est comment les Mongols transforment les règles des échanges en Eurasie. Moi, c'est une question qui m'a été posée quand j'ai fait débuter ces recherches. On m'a dit, mais très bien, finalement, il y a ce grand échange mongol, cette globalisation, mais bon, finalement, c'est parce qu'il y a des marchands génois qui viennent tout changer, ou c'est parce qu'il y a Marco Polo. Il était intéressant pour moi d'être clair sur qu'est-ce que les Mongols ont changé sur le plan institutionnel, etc., ou le plan des réglementations. On a parlé du YAM ensemble, donc je ne vais pas y revenir, hein, ce fameux grand système de communication. On a parlé de ces taxes peu élevées, mais qui peuvent avoir plein de formes différentes. Et ça, c'est vraiment un système créé par les Mongols. Vous avez compris aussi que les Mongols ont une forme d'autorité souple sur leur sujet. Et cette forme de domination qu'ils souhaitent indirecte quand elle est possible, comme avec les princes russes, permet des vassalités sur le long terme et des loyautés sur le long terme. Par ailleurs, ils vont aussi faire beaucoup œuvrer aux négociations diplomatiques hein, sur les frontières de leur empire, autour des productions d'écrits qu'on a, nos sources pour la période mongole. On voit à quel point les Mongols sont attachés non pas à l'uniformisation des moyens des échanges, mais à tout ce qui permet de passer d'un système à l'autre. C'est-à-dire qu'ils vont mettre et faire énormément d'efforts politiques pour qu'il y ait des traducteurs, des traductions, des interprètes, par exemple. Mais pas pour qu'il y ait qu'une seule écriture ou qu'une seule langue. Ils vont mettre tous leurs efforts pour faire en sorte qu'il y ait plein de systèmes de conversion monétaire ou de pesée, parce que ça c'est très très important évidemment, et qu'on puisse passer d'une monnaie à l'autre, etc., facilement, plutôt qu'imposer une seule monnaie à l'Empire. C'est vraiment ces éléments-là qui les ont comment dire, qui montrent comment ils se sont plus qu'impliqués, hein, mais comment ils ont pu transformer des institutions existantes et mettre en connexion des régions du monde qui n'avaient pas du tout l'habitude de commercer ou n'avaient jamais commercé ensemble. Je vous ai mis juste là sur cette diapositive donc quelques éléments des sources matérielles qu'on peut utiliser, nous historiens,
et je voulais attirer votre attention donc, sur les différentes, évidemment, formes monétaires que les Mongols utilisent ou font utiliser leur sujet dans l'Empire, dont le papier, fameux papier monnaie qui existait déjà en Chine et qu'ils vont essayer comment dire, de développer jusqu'en Iran. Et enfin, quand on regarde leurs monnaies, en particulier donc les monnaies d'argent, c'est toujours assez intéressant et assez fascinant de voir quel type d'inscription on voit sur ces monnaies. Notamment, j'ai pensé à vous montrer celle-ci, qui est une monnaie de l'époque de Genghis Khan, une monnaie d'argent qui a été frappée à Samarcande, donc cette fameuse ville d'Asie centrale qui est très importante pour le plan commercial, monnaie qui date de 1225. 622 en année de l'hégire. Et cette monnaie, elle comporte ce signe-là. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle Ouldi. C'est le signe que j'ai mis au tout début dans ma première diapo. Vous pourrez la revoir au tout de mon titre sur le grand échange mongol. Ce signe-là, qui est utilisé, qui est un symbole aussi dans le bouddhisme jusqu'à aujourd'hui, c'était aussi un symbole utilisé par les populations nomades des steppes qui veut dire la circulation perpétuelle et qui veut dire aussi l'harmonie, l'éternité, etc. Mais c'est cette idée de circulation perpétuelle qui, dans le cas des croyances mongoles, montre que on peut faire que la société est un tout parce que ça circule en fait. Les objets circulent, les personnes circulent, les animaux circulent, etc. Donc ça crée du communautaire, ça crée du vivre ensemble, enfin de l'être ensemble en fait plutôt. Voilà. Alors, juste pour terminer rapidement, euh, évidemment, le résultat de ces grands échanges mongols, c'est la formalisation de routes en partie nouvelles et notamment les routes du nord et du sud que les Mongols vont développer à un point tout à fait inédit. C'est là où on peut vraiment parler d'une forme de mondialisation, de globalisation prémoderne et qui sont des routes aussi très intéressantes parce ce sont des routes que les Mongols mettent en compétition. C'est-à-dire que eux-mêmes comment dire, soutiennent des formes de compétition au sein de leur empire et avec l'extérieur pour en fait promouvoir les échanges, le commerce, etc. dans cette idée-là. Donc voilà, je voulais terminer sur cette carte des routes. Moi, j'ai surtout travaillé sur la route du Nord qui se développe énormément au XIVe siècle et qui devient en fait la route principale, mais c'est pas la seule. Et c'est donc aussi un des éléments clés qui nous permet de comprendre la période d'après, qui est la fameuse période dite de l'échange colombien dont j'ai parlé en introduction, une période vraiment autour du 15e, fin 15e et 16e siècle qui est une période qui est complètement née de cette mondialisation mongole. Et quand on me demande souvent, mais attendez, en quoi cette mondialisation mongole nous touche aujourd'hui, je dirais qu'il ne s'agit pas de faire un grand pas comme ça par-dessus 4 siècles, 5 siècles, mais de comprendre comment cette période a permis le XVIe siècle tel qu'on le connaît à travers les travaux des historiens. Voilà, je pense qu'il est temps pour moi de m'arrêter. Euh, Merci infiniment. On n'a malheureusement plus beaucoup de temps. S'il y a une ou deux questions, on peut les prendre en live. Sinon, je vais vous en poser une pour reprendre ma propre introduction qui est plus politique que économique. Votre exposé ayant été remarquable et très complet. Dans votre livre, vous évoquez le rôle de l'Empire mongol dans l'émergence de la principauté de Moscou et dans la structuration de l'État russe moderne. Est-ce que vous pouvez y revenir brièvement? Oui, absolument. C'est sur deux points en tout cas. L'influence de cette période mongole est extrêmement importante sur ce qui va devenir ce qu'on va appeler la Moscovie par la suite. D'une part parce que Moscou n'était absolument pas une ville dominante au sein des villes russes, au sein des principautés russes, c'était une bourgade au moment où les Mongols font la conquête dans la première moitié du XIIIe siècle. Kiev est extrêmement importante, mais Vladimir, d'autres villes, Novgorod bien sûr, sont extrêmement importantes. Moscou est une petite ville mais le prince de Moscou va être celui et son lignage par la suite, ce qu'on appelle les Danilovici, vont être ceux qui vont accepter de collaborer avec les souverains mongols et de porter l'impôt aux souverains mongols. Il y a un souverain que vous connaissez peut-être, c'est Alexandre Nevsky, par exemple, qui est un souverain qui a vraiment œuvré pour que l'entente soit bonne avec les Mongols. On peut se demander, mais
comment jusqu'au XVe siècle pratiquement, pourquoi ces princes russes, et notamment de Moscou, ont souhaité s'entendre si bien avec ces souverains nomades, mais parce que, en fait, ils ont énormément bénéficié de cette ouverture commerciale que leur a apporté les Mongols. C'est-à-dire que ces principautés russes qui sont à la périphérie du monde, hein, si on regarde dans les grands échanges économiques avant, tout d'un coup vont entrer dans les grands réseaux d'échanges, notamment les grands réseaux d'échanges centra-asiatiques, islamiques, qui sont extrêmement dynamiques, mais aussi dans ce qu'on va appeler après la Ligue hanséatique, donc l'Europe du Nord, etc. Ils vont entrer dans tous ces réseaux-là à la période mongole. Et les Mongols vont les forcer à ouvrir leurs portes. C'est-à-dire qu'on sait qu'à Novgorod, on était forcé d'ouvrir les portes pour les marchands, notamment allemands, et de faire la paix parce qu'il fallait que ça circule, en fait. Donc, les sujets russes ont très bien compris l'importance, d'une certaine manière, ou ce qu'ils pouvaient gagner au fur et à mesure dans cet empire et dans cette situation économique nouvelle. Merci. On vous écouterait volontiers une après-midi entière, mais malheureusement, c'est pas dans notre format. Euh, je voudrais encourager nos auditeurs à lire votre livre, qui est d'une très grande richesse, mais aussi, s'ils en ont le temps, se rendre à Nantes où vous avez été commissaire d'une exposition qui porte le nom de Gengis Khan, et qui est très riche en objets matériels qui illustrent très bien votre propos. C'est une très belle exposition qui a donné lieu à des difficultés diplomatiques avec la Chine d'ailleurs, et qui et dont je vous encourage beaucoup la visite. Pour une fois, l'exposition qui n'est pas à Paris. Merci infiniment et on suivra la suite de vos travaux avec beaucoup d'intérêt. Merci, au revoir. Au revoir.